Bonjour Antoine Hubert, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau. Vous êtes donc le président, le cofondateur d'Insect. On va parler évidemment de votre livre longuement. Mais d'abord, je voudrais remonter à l'origine, à la genèse de cette entreprise. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi le déclic? Je pense que c'est d'abord la rencontre avec mes associés, Alexis, Jean-Gabriel et Fabrice, de jeunes engagés qui avaient vraiment envie de faire la différence sur le sujet environnemental. On était convaincus que l'alimentation était un sujet critique et que les insectes allaient participer effectivement à l'alimentation de demain. Parmi plein d'autres choses à faire, comme réduire la consommation de viande, réduire le gaspillage alimentaire, mais les insectes seraient dans le monde, on va dire, durable, de l'alimentation durable de demain. On en était convaincus. On a commencé par un projet associatif. C'était en quelle année engagé. ça? On s'est lancé vraiment en 2011 et avant, c'est quelques années de projets militants sur le terrain, dans les écoles, pour reconnecter les urbains avec l'origine et le devenir de leur assiette. Alors aujourd'hui, on commence à intégrer cette idée, mais à cette époque, est-ce qu'on vous a pris pour un doudingue? Est-ce que vous avez souvent entendu le fameux « mais ça ne marchera jamais ton truc » Au début, oui. Alors quand on était sur le terrain associatif dans les écoles, on parlait de gaspillage alimentaire. L'écoute était positive. Ouais. C'était un peu tôt, 2007-2008, mais c'était déjà positif. Par contre, quand on s'est dit qu'on allait lancer dans les insectes, effectivement, c'était plus vu comme anecdotique ou marrant. Et ça a mis quelques années, effectivement, à montrer que c'était au-delà de quelque chose d'amusant. C'était concret. Les clients en demandaient. Ça répondait à des besoins techniques, à des besoins environnementaux et un potentiel de croissance extrêmement important. Bien sûr, Insect qui a changé d'échelle avec la levée de fonds en deux phases c'était 2019-2020, 372 millions de dollars, on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais revenir, peut-être poser la base, revenir au constat de départ. Pourquoi les insectes sont une alternative majeure au bœuf ou à la volaille? Alors, la raison d'être, qu'on est une entreprise à raison d'être, à mission, Insect, c'est vraiment de réinventer la chaîne alimentaire et vraiment du sol à la table. Et nous, on a tout le continuum. C'est comment on va nourrir différemment les plantes, les animaux qu'on mange, comme les poissons, les volailles, les animaux aussi qui nous accompagnent, comme les chiens, les chats, et jusqu'à l'homme. C'est vraiment tout le continuum. On a commencé par les poissons, puis au fur et à mesure, on s'est étendu au fil et à mesure des années. Et qu'est-ce que nos produits apportent? Ils apportent d'abord de la nutrition. C'est très dense en protéines, en acides aminés essentiels. Les animaux grandissent très bien, répondent à tous les besoins. Puis c'est très bon pour la santé. On a démontré des réductions de mortalité sur les poissons, sur les plantes, des bénéfices sur le cholestérol, réduction du cholestérol sur l'homme. Récemment, des bénéfices aussi sur le goût. Les animaux qu'on mange, comme on a vu des décès sur des crevettes, les crevettes ont des goûts plus prononcés quand elles sont nourries aux insectes que quand les animaux sont plus conventionnels. Pareil sur le saumon. Et on a fait des burgers maintenant pour l'alimentation humaine où on nous dit que c'est comme, la sensation que c'est quasiment comme le bœuf, un steak, on va dire, de fast-food. Donc on a vraiment tout ce potentiel-là. Et pourquoi c'est intéressant? Pour la nutrition, la santé, le goût et l'environnement, c'est ça qui revient. Mais alors c'est intéressant parce que vous n'avez pas encore parlé, et donc c'est moi qui vais y aller, émissions de gaz à effet de serre. Un burger fait avec des insectes, il émet 200 fois moins de gaz à effet de serre qu'avec du bœuf, 20 fois moins qu'avec de la volaille. Pour vous, ce n'est pas le premier argument que vous citez? Je disais dans les cas, voilà, c'est avant tout, il faut qu'on réponde à un besoin nutritionnel. Bien sûr, voilà. Donc c'est aussi bon et c'est même très riche, c'est même au même niveau que le lait, par exemple, en alimentation humaine, ou que les farines de poisson d'alimentation animale, que l'engrais chimique pour les plantes. Donc on est déjà au meilleur du meilleur sur la nutrition. La santé, les bénéfices santé, c'est clé, la santé. Mais évidemment, toute la fondamentale, c'est l'environnement, c'est les gaz à effet de serre. Donc c'est toutes ces réductions par rapport au bœuf d'un côté, mais c'est par rapport aussi à la biodiversité. Remplacer du soja ou des farines de poisson, c'est réduire très fortement la déforestation ou la surpêche. Aussi, notre huile peut remplacer de l'huile de palme dans l'alimentation humaine. Pareil, la déforestation. Aujourd'hui, on a un plan très clair. On n'est pas montré en 2050, on sera carbone neutral, etc., comme beaucoup d'entreprises le font. Nous, sur les 10 prochaines années, on a un plan mesuré, très précis, qui montre qu'on est aligné avec les accords de Paris et encore mieux le rapport du GIEC de 2021, qui ne va pas au-delà de plus 1 degré de température au niveau de l'atmosphère. Quelques chiffres concernant Insect, année de création 2011, première unité de production construite en 2016, 4 fondateurs, vous l'avez dit, 70 collaborateurs, 9 partenariats de recherche. Je voudrais insister là-dessus. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Ça veut dire que votre aventure, elle donne forcément une grande part à l'innovation, à la recherche? C'est tout. À la base, je suis scientifique, mes collègues aussi, on est scientifiques, on est ingénieurs. Ce qu'on est ingénieur, c'est qu'on cherche des solutions concrètes, pragmatiques. Et c'est un peu ça aussi que le livre que j'ai voulu raconter, c'est qu'on peut vraiment allier économie et écologie concrètement avec des solutions concrètes. Et on n'est pas juste dans des théories et des concepts. Et c'est ce qu'on démontre. Alors, je corrige juste sur les nombres de personnes. On est près de 260 aujourd'hui. Vous avez des vieux chiffres. On a dépassé le cap de l'ETI grâce
grâce aussi à une acquisition qu'on a fait aux Pays-Bas l'année dernière. Donc on a grandi en périmètre, on est international, France, aux Pays-Bas, et on commence à avoir des collègues aussi aux États-Unis. Oui, ça, évidemment, c'est l'effet aussi de la levée de fonds dont je parlais tout à l'heure. Puisqu'on parle d'innovation, de recherche, vous vous lancez dans la sélection génomique des insectes. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit ? En fait, c'est la sélection naturelle. On va dire que les agronomes ont fait, comme mes justes ancêtres depuis même des siècles, c'est croiser des lignées entre une souche de blé et une autre, entre une souche de poulet et un autre, pour en faire un peu plus, on va dire, soit rapide, soit plus goûteux, soit plus charnu. Et c'est pour ça que vous mangez aujourd'hui une carotte qui est orange, bien charnue, bien goûteuse. Et la carotte sauvage, elle est toute petite, blanche, rabougrie, très amère. C'était pas très appétissant. C'est la sélection naturelle qui s'est faite. On ne parle pas d'OGM ou quoi que ce soit. C'est croiser des lignées. C'est ce qu'on va faire. On est à la préhistoire sur ce sujet-là, sur les insectes. Il y a un potentiel énorme, effectivement, de déploiement de nouveaux goûts, de nouvelles propriétés nutritionnelles, de taux de protéines, mais aussi de performances économiques dans l'élevage, peut-être plus de croissance, mais aussi avec donc, une meilleure performance environnementale derrière. Donc c'est tout ça qu'on va chercher, plein de critères à améliorer grâce à des nouvelles technologies aujourd'hui génétiques qui existent. Et notamment cette ferme verticale là, qui est en cours de construction, c'est ça ? Elle est à Amiens. Aujourd'hui, on en a deux en opération à Dole dans le Jura et aux Pays-Bas. Et on a ce grand projet qui est la plus grande au monde, la plus technologique à Amiens. On prendra le temps de détailler ça tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur ce livre, donc, Pour une écologie positive, manifeste d'un producteur d'insectes aux éditions Autrement. Je reviens sur le titre. La définition, tiens. Écologie positive, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? On en voit d'ailleurs pas mal en ce moment dans la presse. On parle justement dans la campagne électorale, comment sortir d'une écologie punitive qui finalement on va dans un chemin à contre-cœur pour avancer. Qui nous fait culpabiliser et qui nous fait culpabiliser, qui nous fait vers la décroissance, etc. Comment une écologie positive, c'est quelque chose qui permet, avec des solutions concrètes, technologiques d'un côté, c'est l'amont, comment on fait différemment l'énergie, de l'alimentation, des matériaux, avec des nouvelles technologies, effectivement, et où les entrepreneurs sont en première ligne, effectivement. Les scientifiques sont là pour alerter, les ONG aussi, les élus, les politiques peut-être pour financer, donner un cap, mais c'est les entrepreneurs beaucoup qui vont faire les choses. Et on est prêt à le faire, et il faut beaucoup plus, ce livre c'est aussi un appel à l'action, à beaucoup plus d'entrepreneurs qui s'engagent au-delà du numérique, les entreprises du digital, vers les entreprises engagées et qu'on crée cette coalition d'acteurs engagés pour vraiment réussir cette transition dans les 3 prochaines décennies. C'est ça qu'on doit réussir. C'est finalement 30 nouvelles glorieuses qui sont devant nous. Mais est-ce qu'on peut faire cette transition, une telle transition, elle est vraiment majeure, sans douleur ? C'est Daniel Cohn-Bendit qui disait faut pas rêver, quoi. Ce sera violent, forcément. Donc quand on dit écologie positive, faut faire attention. On peut avoir l'impression que tout va être facile. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien ne sera facile. Non, on ne dit pas que c'est facile. On dit que c'est positif et qu'on ne va pas abandonner, on ne va pas revenir au 19e siècle. Évidemment, on a tous les gains qu'on a fait sur la santé, sur l'éducation et sur un certain nombre de conforts. On peut ne pas le perdre du tout. Mais ça demande, donc je disais, de nouvelles technologies en amont. Mais évidemment, il faut une sobriété aussi du consommateur en aval, qui est raconté dans le livre. Mais il faut une sobriété qui soit choisie et pas qui soit subie. C'est ça qui est important. Et donc, il y a des systèmes de fiscalité qui doivent être différents, qui doivent être mis en place pour accompagner cette transition. Mais le rapport du RTE sur le nouveau mix énergétique français, il le dit bien. C'est d'un côté, on va changer drastiquement le mix énergétique avec du nucléaire, sûrement à 90% du temps, est nucléaire, comme l'a annoncé hier le président. Bon, c'est sûrement une réalité. Oui, alors le RTE, il proposait différents scénarios. Mais bon, 9 scénarios, il y avait du nucléaire. Il y a un seul qui était sans nucléaire, et celui-là avait avec un risque technologique majeur. Ça n'a pas été dit. Donc, le nucléaire est quasiment incontournable. Par contre, ils disent bien 40% de sobriété. La sobriété, elle est à la fois chez les opérateurs, depuis le transfert d'énergie, et puis même les propriétaires pour isoler les bâtiments, etc. Mais elle est aussi justement dans la consommation finale. Donc, on est tous encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une coalition générale des producteurs aux consommateurs, les scientifiques, les entrepreneurs, et on doit tous faire notre part, mais on peut et progresser encore un peu plus loin, effectivement, dans le progrès humain. On est en pleine campagne présidentielle. On n'a pas le sentiment que ces thèmes-là sont au cœur des débats aujourd'hui. Ah non, pas encore. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une litote. C'était une litote. Ça vient un petit peu, parce que là, hier, il y a des sujets sur l'énergie qui commencent à venir. Et l'énergie, c'est le cœur, effectivement, d'un nouveau modèle, mais avec l'alimentation qui est
20% des émissions. La première cause, effectivement, de la perte de biodiversité. Mais sur l'énergie, pardon de vous interrompre, moi j'ai plus le sentiment, pour scruter les propositions, etc., qu'on est quand même dans une logique qui met de côté cette sobriété dont vous parliez, quoi. On a l'impression que les différents candidats, alors il y a des bémols évidemment, mais c'est plutôt essayons de maintenir le modèle tel qu'il est, plutôt que de parler de sobriété d'abord, parce qu'on revient à cette espèce d'épouvantail de l'écologie punitive. Oui, non, tout à fait. Mais ça impose des réflexions sur l'organisation aussi du territoire, le télétravail qui facilite justement moins de mobilité, l'organisation des villes. Donc effectivement, ça va au-delà. Il faut changer la façon dont on produit. Et on va surtout, la première transition, c'est électrifier, sortir des fossiles pour électrifier la mobilité, mais même vos plaques de cuisson, sortir du gaz pour cuire avec de l'électricité. Tout ça va augmenter le demande d'électricité, mais qui doit être donc et du nucléaire et du renouvelable, absolument. Donc, mais le nucléaire baissant de 70 à 40%, je crois, en moyenne de part. Donc le renouvelable explose. Et c'est à la fin du siècle, est-ce qu'on est capable de réduire encore le nucléaire ? Mais tout ça va avec des maisons beaucoup plus isolées, moins de déplacements, une organisation urbaine un peu différente aussi, des tiers-lieux qui permettent de se regrouper plutôt que d'aller de l'autre côté de Paris quand on vit de l'autre côté. Donc il y a plein de choses à réfléchir. Et en tant que consommateur, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on peut vraiment faire. Ouais. Et c'est pour ça que la période, elle est géniale. Elle est passionnante. On vit des périodes de transformation majeure, peu de générations en ont vécu. Il faut que des entrepreneurs, enfin c'est passionnant d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est tellement exaltant de dire qu'on participe à quelque chose qui est un croisement pour l'humanité par rapport au précédent siècle et les ceux qui à venir. Je pense qu'on a une responsabilité majeure et donc c'est passionnant d'être là pour trouver ces solutions. Alors je reviens à cette ferme verticale là. À quoi ça va ressembler déjà ? C'est quoi ? C'est un bâtiment. C'est un grand bâtiment. Ouais. C'est un grand bâtiment qui fait un peu plus de 35 mètres de haut. Donc c'est un grand entrepôt finalement d'extérieur. Et c'est organisé effectivement de manière verticale. On a pris les fondamentaux de l'élevage traditionnel qui existe, qui est même presque millénaire, qui est celui des vers à soie. Les vers à soie sont enlevés dans des bacs qui sont empilés, quand vous allez les voir au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, et simplement toutes les opérations sont manuelles. Et nous, ce qu'on a apporté, c'est d'abord la technologie d'automatisme, de la robotique, pour faire que toutes ces opérations-là soient automatisées et gagnent en débit, et permettent de rendre compatibles avec les besoins des clients qui sont en alimentation humaine et animale, qui sont des clients qui achètent bien moins cher que la soie d'un ver à soie, qui est le luxe. Ouais. Donc comment on peut faire quelque chose donc il faut beaucoup plus de flux, beaucoup plus de volume, et donc c'est l'automatisme le permet. Et qui dit après automatisme dit de la donnée. Soramien, c'est 1 milliard de données qui sont collectées par jour, de points de données. Donc on est vraiment dans la big data et dans des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de suivre la performance de la croissance des insectes, détecter des éléments effectivement d'écart, corriger par ce qu'on donne à manger, ce qu'on doit corriger un peu la recette, rattraper, détecter un problème de maintenance, faire la maintenance préventive. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que les Allemands ont défini l'usine 4.0. C'est vraiment ces nouveaux types de production qui sont extrêmement technologiques et pointus, où finalement les opérateurs sont là pour vérifier que tout se passe bien, font du contrôle qualité, suivent les performances des machines et la bonne santé des insectes. Il y aura une seule espèce d'insecte ou plusieurs ? Par ferme, on est sur une seule espèce d'insecte. Donc là, c'est le scarabée, le ver de farine. Ce sont des petits scarabées. Donc voilà, ce sont des petits scarabées classiques. Pourquoi le ver de farine ? Parce que le cœur, les machines, c'est une chose, la donnée, le logiciel, c'en est une autre, et c'est le croisement avec la vivant. Et c'est cette interface-là qui sont clés dans ce qu'on développe comme innovation. Et le vivant, on a choisi cette espèce parce que c'est elle qui apporte ses bénéfices sur la santé pour les animaux, les plantes et l'homme, ses bénéfices nutritionnels pour le goût et environnementaux, ces gains environnementaux, être compatibles avec les accords de Paris. Ça, on l'a trouvé dans aucune autre espèce. Donc c'est bien la qualité de ce produit-là qui est clé et qu'on apporte. Et après, c'est comment le faire à grande échelle pour le rendre compatible et rentable, effectivement, et en attente avec les prix par nos clients et les rentabilités attendues par nos actionnaires. Alors, on est très, très loin du modèle de l'agriculture paysanne qui a structuré vraiment notre pays, son identité. Est-ce que ces deux modèles, ils peuvent cohabiter, d'après vous ? Oui, on est convaincus. On parle de réconcilier la tradition avec la modernité, la technologie avec la nature. C'est aussi, moi, je parle d'agriculture au pluriel, et on a besoin d'une agriculture qui soit extrêmement performante et qui aille vers des nouveaux marchés et vers l'export,
qui permet de réduire aussi la consommation de viande, de certaines viandes rouges aussi, qui ont un certain impact sur le climat avec le méthane. Mais c'est une interface concrète avec l'agriculture d'aujourd'hui. Nous, on a des fournisseurs, c'est le monde paysan, c'est les coopératives qui nous fournissent en amont. Nos clients, c'est aussi oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est aussi des éleveurs indirectement pour les éleveurs de poissons, par exemple, de volailles, mais encore plus directement, nos engrais, les déjections des insectes sont des engrais bio qui retournent au sol pour fertiliser. Pourquoi pas l'éleveur, le cultivateur de blé, dont on va récupérer les coproduits pour nourrir les insectes. Et c'est une économie circulaire qui se fait comme ça. Donc on est complètement intégré dans le monde agricole. On travaille avec les coopératives, avec le monde, tout le monde, la filière effectivement agricole et agroalimentaire. Donc on est un acteur de plus qui diversifie simplement le tissu agri-agro. Ouais, et vous dites aussi qu'une ferme comme celle-là, c'est un puits de carbone. Alors en fait, c'est deux choses. C'est qu'à la fois au périmètre, de notre périmètre à nous, on est complètement aligné avec le 1,5 degré des accords de Paris sur notre périmètre. Et quand on compte en plus l'impact qu'on a chez nos clients, les émissions évitées, c'est le troisième scope dans les normes internationales. Là, on arrive à dire les émissions qu'on évite d'engrais chimiques ou d'aliments conventionnels fait que les gains sont bien plus forts que nos propres émissions. Donc c'est que les évitements étant plus forts, il y a un solde négatif. Mais ce qui compte avant tout, c'est de réduire nos propres émissions et de permettre à nos clients d'eux-mêmes de réduire leurs propres émissions et d'être alignés avec ces accords de Paris. C'est quoi votre premier marché aujourd'hui ? Le premier marché sur lequel on a commencé, c'est les chiens et chats, parce que c'était le seul qui était autorisé en Europe quand on a démarré. Et donc c'est celui où on est le plus mature aujourd'hui, ce qui est normal, et où il y a des vrais enjeux aussi environnementaux. Si on parle notamment aux États-Unis, un chiffre, c'est entre un quart et un tiers de la production de viande qui va vers le pet food. Donc c'est un marché assez particulier, mais c'est très important. C'est là où on a plus de maturité, mais depuis les poissons se sont développés, puisque l'Europe a donné ce droit-là récemment, il y a 2-3 ans. On suivi l'année dernière l'alimentation des plantes, la nutrition des plantes, donc ça aussi ça départ bien, et l'alimentation humaine, les premiers dossiers l'année dernière, nos dossiers on espère cette année, donc voilà, ça se suit comme ça. On a commencé par les chiens et chats et on se développe dans toutes les autres filières, de la plante, du sol à la table. On va reparler de l'alimentation humaine évidemment, mais quand on parle de pisciculture, tiens, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin voilà, peut-être que je n'étais pas assez informé, mais il faut tout simplement arrêter de nourrir les poissons avec du poisson. Parce que c'est un peu ce qui est encore en train de se passer, c'est ça C'est effectivement ce qui se passe, c'est que même si c'est naturel, un poisson carnivore comme le saumon mange des poissons. C'est naturel, donc c'est très bien. Le produit, ces farines de poissons sont très bonnes. Simplement, comme on mange de plus en plus de poissons, comme la population grandit, et comme on mange juste, le taux de consommation de produits de poissons qui sont très bons pour la santé augmente, ce qui est très bien, on doit prendre plus de petits poissons. Ces poissons, ils sont pêchés. Et aujourd'hui, seul le stock de l'océan, il est limité. Et là, on est dans des consommations trop importantes, les stocks ont baissé. Donc on peut avoir une pêche qui est durable, qui baisse en dessous des taux de renouvellement, mais elle ne va pas suivre ces quantités de matière, elle ne va pas suivre la demande. Donc il faut une alternative. Donc, il faut une alternative qui prenne le relais. En fait. On peut continuer à prendre ces farines de poisson, peut-être en moins de quantité, prendre des déchets de poisson, tout ce qui est déchets de filetage, aussi quand les bateaux reviennent à terre, ça c'est intéressant, mais ça ne pourra pas suivre du tout à la suite de la croissance de la demande et le fait qu'on mange plus de poissons, ce qui est bien, je préfère qu'on mange du saumon ou du poulet, qui ne met pas de méthane, et réduire beaucoup plus notre consommation de bœuf. C'est effectivement le sens de l'histoire. Et nous, on est là pour apporter ce relais et ces produits qui sont aussi bons que ces farines. Sur l'alimentation humaine, on en est au début, c'est ça On en est au début. Alors, il y a plein de choses qui sont faites depuis des années, on va dire. Nous, on a commencé par l'alimentation animale, parce que et après les plantes, parce que là, on avait il y a une vraie compréhension, et vraiment la naturalité était bien comprise. Il n'y a pas de problème, on va dire, facteur psychologique. Sur l'homme, depuis quelques années, des initiatives ont été faites. Notamment, c'est là aux Pays-Bas, c'est pour ça qu'on a racheté cette société l'année dernière pour nous accélérer dans ce domaine-là, où les produits étaient intéressants, ils avaient développé des choses, combinées à nos savoir-faire, font qu'on peut maintenant accélérer. Donc on a des produits qui peuvent remplacer du lait, qui peuvent remplacer de la viande de bœuf, qui peuvent aller dans la nutrition sportive, des barres alimentaires pour les sportifs ou des boissons énergisantes, mais aussi faire des steaks. Des steaks qui vont dans des burgers aujourd'hui, qui sont vendus dans 800 supermarchés en Autriche, dans des restaurants au Danemark. Et le produit, on l'a encore montré dans un salon il n'y a pas longtemps en Allemagne. Et les personnes dégustaient à l'aveugle disent en fait c'est bon, on dirait presque du bœuf quoi. C'est ça qui est dit. Vous l'avez évoqué, mais c'est meilleur pour la santé ? Alors sur la santé humaine, ce qu'on a trouvé pour le moment, c'est sur des essais précliniques sur des souris, une réduction très forte du taux de cholestérol. Donc on est en phase clinique aujourd'hui pour avancer, le démontrer ça. Donc c'est pas encore totalement prouvé. Mais en tout cas, c'est la première effet santé, c'est aussi bon que le reste de la viande, parce qu'on a les mêmes acides aminés essentiels, les mêmes protéines. Et on a fait des études cliniques par contre sur l'homme, quand il boit du lait ou il mange nos protéines, ça fait les mêmes taux de protéines. C'est-à-dire qu'on suit la quantité de protéines, d'acide aminé qui va dans nos muscles,
et ça refait la même quantité de muscles aussi rapidement. Ouais. Donc on est aussi bon que le meilleur protéine du marché, et peut-être qu'il y a même encore des bénéfices santé au-delà. Est-ce qu'il y a encore un blocage psychologique ? Mais aujourd'hui, bien sûr, il l'est. Mais ce qu'on peut montrer, c'est comme on a un produit qui est aussi durable que les plantes en termes d'émissions de carbone, mais aussi nutritionnel que le lait, que l'animal. Et en même temps qu'il y a des bénéfices intéressants sur la santé, voire même on peut faire des burgers en quelques ingrédients au lieu de 20 ingrédients, tout ça combiné avec une bonne communication, des bons ambassadeurs, des chefs, des influenceurs dans les réseaux sociaux, etc., des stars. On a l'acteur Robert Downey Jr., là, qui est la fameuse Iron Man, qui nous soutient aussi. C'est ce genre de promotion-là qui vont rentrer chez les jeunes, je pense, et les aider. En fait, oui, ça a l'air normal. Et si j'ai un bon produit, je peux l'acheter, ce burger-là. En fait, je fais le changement. Donc, ça va s'accélérer dans cette décennie, c'est sûr. Cette levée de fonds là en 2 étapes, 372 millions de dollars, ça vous donne évidemment une ambition différente. C'est quoi votre ambition de rentrer dans le club fermé des licornes ? Comment vous imaginez la suite, l'avenir ? Notre objectif, c'est d'être, comme dit mon associé, le meilleur pour le monde, the best for the world, pas the best in the world. Avant de parler de chiffre d'affaires, c'est ça. C'est ça, et c'est qui naturellement nous amènera à des chiffres d'affaires colossaux. Nous, on parle, c'est des ambitions à plusieurs milliards de chiffres d'affaires. On n'a pas peur, effectivement, de le dire, c'est qui nous mènera bien au-delà de sujets de valorisation d'entreprise à court terme, comme une licorne. Dans ce qui compte, c'est livrer nos clients, et on a un potentiel, on a fait des études de marché avec le BCG, c'est des centaines de sites, comme le site d'Amiens, des centaines. Donc c'est ça qui est une profondeur de plusieurs milliards. Sans aucun problème. On a toute la propriété intellectuelle associée, ça rassure nos investisseurs, et on a surtout cet impact qui est compatible avec le réchauffement, on va dire, le réchauffement minime climatique à plus 1,5 degré. Donc tous ensemble, c'est ça qui est notre ambition, elle est environnementale, elle est économique, et puis les valorisations, elles suivront, on l'espère. L'humanité, à l'horizon 2050, elle risque de manquer de protéines, donc ça veut dire que la consommation d'insectes, c'est quoi ? Une obligation ? Nous, ce qu'on montait, justement, c'est positif, c'est un peu, ça revient, c'est pas punitif, c'est pas dire, ce qui était un petit peu le cas dans les dernières années sur les insectes, c'est on va devoir manger des insectes. Là, vous nous dites, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour votre santé, c'est bon nutritionnellement, c'est bon au goût, et en fait, vous avez juste envie, ça va se rajouter comme une possibilité, et vous allez manger moins de viande rouge, ça c'est sûr et certain. On va réduire fortement le Shift Project, Jean-Marc Jancovici leur disait il y a quelques jours. Qu'on va recevoir dans quelques jours. Il faut le faire, diviser par 2 ou par 3 un certain nombre de viandes, et les protéines alternatives comme les insectes, mais aussi les algues, il faut dire les algues, il faut aussi les champignons, et juste des protéines végétales, vont amener justement le fait qu'on peut manger différemment des produits dans la street food, les supermarchés, les plats préparés, la restauration collective. C'est ça qui effectivement qui sera intéressant. Merci beaucoup Antoine Hubert, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une nouvelle école pour les métiers de la RSE.